permis d'être ici, et puis aussi peut-être faire une petite phrase de précaution, juste pour vous dire qu'on a donc conçu cette présentation à deux voix, un peu comme un dialogue, qu'on n'est pas exactement parvenu à déterminer qui allait parler de quoi de manière claire et précise. Donc vous le verrez, on aura l'occasion de s'interrompre, mais en espérant rester quand même cohérente dans notre propos. Alors, comme vient de le souligner Lancelot et en guise d'introduction, les atrocités commises sous le régime de l'État indépendant du Congo sont devenues, au tournant des 19e et des 20e siècles, l'un des symboles les plus forts et les plus puissants des pires, entre guillemets, travers des régimes coloniaux, bien au-delà du Congo, bien au-delà de l'Afrique même. Et en particulier, ces fameux épisodes de mutilation liés aux mains coupées, auxquels nous allons, dans cette présentation, plus spécialement nous intéresser, ont constitué des espèces de points de cristallisation dans ces campagnes de dénonciation des violences coloniales menées à l'échelle globale, avec évidemment des résonances à leur mesure, en conséquence, à la fois sur le plan géographique, et aussi sur le plan chronologique, puisqu'on parle finalement d'abus qui se sont étalés sur une période relativement restreinte, mais dont la dénonciation, précisément par le biais de la mise en intrigue, de la mise en récit, de toute cette production artistique, dont la dénonciation s'est prolongée à beaucoup plus long terme, et jusqu'à aujourd'hui, on aura l'occasion d'y revenir. Précisément, donc, ce sont ces mises en intrigue, ces mises en récit et leurs articulations dans le champ de la production et historique et artistique que l'on souhaiterait interroger aujourd'hui, puisque dès la fin du XIXe siècle, la dynamique des critiques de cette violence extrême, Lancelot l'a rappelé, a été très marquée par une série de productions artistiques, en l'occurrence littéraires et visuelles, qui ont largement contribué à leur conférer une dimension qu'elles n'avaient peut-être, ou en tout cas une ampleur qu'elles n'avaient peut-être pas à la base. Et du Cœur des ténèbres, le fameux roman de Joseph Conrad, à aujourd'hui, ces articulations entre production historique et artistique s'expriment particulièrement bien, nous semble-t-il en tout cas, dans les évolutions, dans les reconfigurations du récit colonial et post-colonial de ces épisodes dits des mains coupées. Donc ce qu'on se propose de faire aujourd'hui, c'est à partir d'un corpus qui, vous le verrez, n'est pas exhaustif. On aurait pu encore utiliser beaucoup d'autres exemples que ceux qu'on va développer. Un corpus qui s'ouvre en 1914 avec les premières réinterprétations belges de ces massacres, de ces mutilations, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, on va y venir tout de suite, où les registres de culpabilité qui sont attachés à la métropole sont renversés. Donc ça, ce sera notre point de départ, et on clôturera avec quelques éléments de la production historiographique et littéraire récente et avec leurs échos. D'une part, en essayant de questionner la nature et les enjeux de ces écritures du passé et leurs échos politiques, en espérant aussi peut-être réfléchir à ce couple réalité et fiction, moins comme une grille d'analyse que comme un paradigme historiquement construit, et en essayant aussi d'interroger la puissance des images conradiennes à plus long terme, et ce dialogue finalement toujours renouvelé entre histoire et fiction, avec comme peut-être... Voilà, on va peut-être commencer par la fin et par aujourd'hui, ou à peu près, ou demain d'ailleurs, puisque Martin Scorsese vient d'annoncer, annoncé l'année passée, qu'il allait mettre sur pied une mini-série, les séries sont très à la mode, autour du règne de Léopold II et plus spécifiquement autour des atrocités et des massacres qui découlèrent du règne de Léopold II au Congo. Donc on l'attend avec impatience, évidemment, cette mini-série, avec Henri Belafonte, qui va être coproducteur mais aussi acteur de la série. Donc c'est la dernière mise en série, la dernière reconfiguration en date, ou la future dernière reconfiguration en date plutôt, et qui montre bien l'influence des récits de fiction aussi sur la réalité d'une certaine manière, et sur le rôle entre la fiction et l'histoire. Voilà, et puis maintenant on va repartir dans le passé, on fait de la science-fiction, et on revient à 14-18 évidemment, et Lancelot l'a déjà souligné, mais évidemment, si en 1908 le Congo devient belge, enfin d'une certaine manière, puisqu'avant, on le rappelle, c'était une propriété privée, en cas quand même assez étonnant dans l'histoire, en 14-18, en 1908 le Congo devient belge, et d'une certaine manière on arrête de parler des massacres, et puis il y a en silence, mais
aussi une sorte de résonance, mais à très court terme, puisqu'en 1914, c'est l'invasion de la Belgique par les troupes allemandes qui sont véritablement lâchées au mois d'août sur la Belgique pour aller vers la France. Et c'est la fameuse résistance belge de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et très vite, une rumeur prend de l'ampleur, c'est évidemment le fait que les Allemands se livrent aux pires atrocités. C'est la Belgique martyre, la Belgique violée, pénétrée, enfin tous les mots qui sont quand même fortement liés et associés d'habitude à la colonisation. Cette Belgique martyre, qu'est-ce qu'on y fait? Les Allemands, ils coupent les mains des enfants. Donc c'est tout à fait fascinant. Alors c'est d'autant plus choquant que ce pays en plus est germanophile. La Belgique est très germanophile et tout à coup ses propres enfants, on leur coupe leurs mains. Donc c'est un scandale, c'est une horreur et ces mains coupées sont reprises par toute la propagande belge évidemment, mais aussi anglaise et américaine qui va l'utiliser durant toute la guerre. Donc c'est évidemment ici une mythologie populaire de la mutilation qui l'emporte peut-être encore aujourd'hui plutôt que sur les massacres de masse. C'est tout à fait passionnant et ces mains coupées deviennent un symbole de la brutalisation de la Première Guerre mondiale. Le pouvoir est évidemment totalement évocateur et la rumeur de guerre devient vite une légende. On voit ici des dessins de ces mains coupées, y compris des dessins d'enfants durant la Première Guerre mondiale. Et évidemment, comme le soulignait déjà Marc Bloch, on ne peut pas ne pas citer Marc Bloch, en 1921, je le cite, « Une fausse nouvelle naît toujours de représentations collectives qui préexistent à sa naissance ». Le Congo est belge depuis 1908, ça fait 6 ans, 6 années, et comme par hasard, c'est la main coupée d'enfants, mais en Belgique, qui devient symbole de cette brutalisation. Et on le voit bien ici avec ces 2 dessins qui sont quand même tout à fait révélateurs. Premier dessin de Léopold II et de toute la critique du système léopoldien par rapport aux mains coupées et au massacre, et de l'autre côté, l'insomnie du Kaiser en 1914 qui rêve aux mains coupées des enfants belges. Donc le face-à-face est tout à fait évident. Voilà, donc cette évolution, ce passage quelque part d'une nation coupable à une nation victime en 14-18, elle touche aussi la dimension coloniale de la Belgique. Et à cet égard-là également, 14-18 représente un tournant en ce que la guerre permet d'une certaine manière de redorer le blason du projet colonial belge en transformant l'image de la Belgique d'une nation coupable associée aux atrocités de son souverain en Afrique. On passe en quelque sorte à une nation victime des atrocités allemandes, une nation qui devient également une nation légitime en tant que puissance colonisatrice, au point qu'on lui confiera à la sortie de guerre 2 mandats supplémentaires sur le Rwanda et sur le Burundi. Alors de manière assez intéressante aussi, ces évolutions se traduisent très rapidement, dès la sortie de guerre, par une nouvelle réinterprétation de ce scandale du caoutchouc rouge, donc de ce scandale des mains coupées, des atrocités, avec toute une série de publications. Je vous en ai mis un exemple ici, donc des publications qui exaltent finalement de manière plutôt traditionnelle les supposées glorieuses conquêtes africaines des Belges, donc qui font référence aux combats qui ont eu lieu en Afrique en 14-18, et qui sont aussi, pour plusieurs d'entre elles, l'occasion de revenir sur les atrocités commises sous le régime de l'État indépendant, en soulignant notamment les implications de l'Allemagne dans ces campagnes de dénonciation, puisque Lancelot l'a rappelé, jusque-là, c'était essentiellement l'Angleterre qui avait attiré les foudres des autorités belges en tant que puissance ennemie à la source de ces fausses campagnes de dénonciation. Avec 14-18, les accusations changent et c'est désormais l'Allemagne qui est accusée d'être dans le coup depuis le début, avec toute une série d'arguments structurels, je passe assez rapidement, mais aussi toute une série d'arguments individuels qui viennent appuyer ce type de théorie, puisque 2 des principaux artisans de ces campagnes anti-congolaises, donc à savoir Morel et Kesmunt, ont été, pendant la Première Guerre mondiale, condamnés, donc l'un à une peine de prison, l'autre à une peine de mort, pour des activités
de collaboration, enfin, avec des degrés divers, avec l'Allemagne, ce qui fait dire évidemment à toute une série d'observateurs belges que c'était là bien la preuve de leur implication depuis le début dans ces campagnes du caoutchouc rouge, le tout, hein, vous le voyez ici avec cet exemple, avec une rhétorique assez marquée. Voilà, donc très rapidement, parce que je vois que le temps passe. La guerre est aussi l'occasion pour le pouvoir colonial belge de faire changer de camp les atrocités et de critiquer les atrocités allemandes en Afrique, hein, notamment toutes celles qui ont été commises pendant cette fameuse campagne de l'Est africain allemand, avec la publication dès 1917 d'un livre blanc qui dénonce toutes les infractions qu'auraient supposément commis les Allemands en Afrique, infractions au droit international, etc., dans essentiellement leur traitement des prisonniers, qui passent aussi par des mutilations, en tout cas c'est ce qu'affirment les Belges, des Africains, mais aussi dans une certaine mesure, enfin pas dans le champ des mutilations, mais dans le champ des mauvais traitements, des Européens. Et donc on publie là aussi des photos qui sont à l'évidence, je ne sais pas si ça rend très très bien, des photos montages finalement qui montrent comment les prisonniers belges étaient obligés de travailler ou de faire leur toilette en groupe devant des gardes, des soldats africains, ce qui est évidemment le comble du mauvais traitement. Mais enfin, ça fait passer aussi un message accusateur vers l'Allemagne. Alors, après la Première Guerre mondiale, on rentre dans une période qu'on pourrait peut-être qualifier de conspiration du silence. Lancelot l'a évoqué. On est vraiment là dans une période de silence pratiquement absolu, enfin, en tout cas dans l'espace belgo-congolais, mais c'est assez vrai aussi sur la scène internationale. Donc des silences pratiquement absolus au sujet de ces mains coupées et des atrocités des premières années de colonisation de manière générale. C'est un sujet qui disparaît complètement, plus personne ne revient là-dessus, même pas pour d'éventuelles réhabilitations, hein, c'est vraiment le silence général qui prévaut. C'est une évolution qui n'est sans doute pas sans lien avec l'émergence de la posture chez les autorités coloniales belges, précisément de la colonie modèle, hein, donc cette idée que la Belgique est une nation colonisatrice modèle, qu'elle fait mieux que les autres, dans une colonie totalement pacifiée, où les autochtones sont traités avec tous les égards qu'ils méritent. Et à court comme à long terme, c'est une posture qui va contribuer à occulter toute une série aussi d'autres violences structurelles, hein, qui sont la marque de cette colonisation belge, que ce soit des pratiques de travail forcé, d'autres pratiques répressives, notamment face à toute une série de mouvements de contestation qui émergent très vite, hein, notamment dans l'entre-deux-guerres, mais qui sont là aussi complètement passés sous silence. Même si la Belgique reste extrêmement anxieuse et susceptible autour de toute critique potentielle et profite de chaque occasion pour réaffirmer qu'elle est bien une colonie modèle. Si je vous ai mis juste quelques petits extraits de l'Illustration congolaise, donc qui est le principal journal de propagande coloniale et qui, à plusieurs reprises pendant la guerre, essaie de mettre à profit à chaque fois ce type de discours, et notamment en utilisant toujours des supposés témoignages d'anglais ou en tout cas d'observateurs extérieurs qui viennent bien confirmer que désormais la Belgique est passée maître, pour citer certains de ses propos, dans l'art de coloniser. On a ensuite, on a également des choses qui se passent dans la métropole. Oui, dans la métropole, par contre, on va sanctifier, glorifier les pionniers. On va revenir sur les faits d'armes de la campagne d'Afrique et de 14-18, puisque la Belgique est évidemment une des nations victorieuses de l'après-14, c'est toujours le pays martyr. Et donc, on va même... On va statufier les pionniers, on va statufier Léopold II partout. C'est la grande époque des statuts de Léopold II. Et on va construire un monument en 1921, un monument dont on parle beaucoup aujourd'hui en Belgique, au cinquantenaire, dans un des parcs les plus importants du centre-ville, d'une certaine manière. Un monument qui représente la campagne arabe, donc de libération des Africains des esclaves, puisque c'est toute l'image qui a été mise en avant par Léopold II pour aller au Congo, c'est libérer de la traite
Arabes les Congolais, enfin les Africains. Et évidemment, ce monument est tout à fait passionnant puisque ça devient un lieu symbolique. C'était des Africains enchaînés mais qui ont été libérés grâce à la présence belge. Et on promeut dans l'espace public la fameuse image positive de la colonie modèle avec une phrase évidemment que vous voyez ici à droite. L'héroïsme militaire belge anéantit l'arabe esclavagiste. Alors là, le récit, enfin le lien entre la mémoire actuelle et le passé est extrêmement violent, puisqu'aujourd'hui, dans ce parc, tout près de ce parc, il y a la plus grande mosquée de Belgique, et évidemment beaucoup de problèmes, puisque on a été buriné véritablement et enlevé le mot arabe. On va aller plus vite. Oui, absolument. Voilà, il y a aussi une campagne un peu de starification de Léopold II qui débute dans l'entre-deux-guerres avec une production de monuments, de bustes en tout genre. Donc en gros, cette conspiration du silence, elle se prolonge très largement après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, dans un contexte où, à nouveau, le colonialisme belge est contesté par les associations, enfin les grandes institutions internationales, etc., où il s'agit plus que jamais de démontrer qu'on fait mieux que les autres. Ce qui est intéressant, c'est que les œuvres littéraires, on a parlé de Conrad, de Mark Twain et d'autres, continuent elles à vivre. Voilà, elles ont une deuxième vie d'une certaine manière, elles sont là, elles sont sous-jacentes. Conrad va quand même être un des livres de chevet tout à fait fondamental dans la pensée d'Hannah Arendt, qui n'est évidemment pas rien, sur les origines du totalitarisme et du lien entre colonialisme, nazisme et stalinisme. Et donc Conrad, évidemment, fait référence au Congo, donc c'est véritablement son livre de chevet et ça aura des implications pour la suite. Le nationalisme congolais et les mains coupées, nationalisme qui commence à naître très tard, d'une certaine manière, au Congo, dans les années 50. En fait, il n'y a pas de lien entre mains coupées et nationalisme congolais. On ne retrouve aucune trace dans les revendications des nationalistes, dans les revendications d'une émancipation. On ne retrouve d'une autonomie, on ne retrouve aucune trace, aucune référence des mains coupées. Donc, il n'y a pas d'inscription à long terme. Le silence a fonctionné d'une certaine manière. La politique du silence a fonctionné et ça peut peut-être faire penser, enfin comparaison ne vaut pas raison, mais peut-être au mouvement féministe aussi, cette année zéro de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'histoire en tout cas des peuples colonisés. L'histoire des mains coupées n'est pas présente dans leurs revendications, dans leur présent. Même le discours de Lumumba, fameux discours face à Baudouin, lors de l'indépendance, Lumumba va parler de la chicotte, va parler de l'humiliation ordinaire, de la violence ordinaire quotidienne, mais ne fait pas référence, et pourtant ce discours est extrêmement fort évidemment, mais ne fait aucunement référence aux mains coupées. Ça peut paraître assez étonnant, et on n'en parle toujours pas, ni chez les historiens, ni même chez les artistes. C'est toujours les romans d'avant qui font leur travail. Voilà, donc un peu dans le prolongement de tout ça, si on se tourne vers ce qui se passe après la décolonisation, en gros on peut constater, toujours dans ce même esprit, que l'indépendance ne libère pas la parole, donc dans les années 60, même 70, y compris dans le camp congolais, on revient très très peu sur ces atrocités. Les artistes, en tout cas congolais, ne s'emparent vraiment pas de ça, même dans la peinture populaire qui émerge, dans ces années, autant d'autres formes de violence, la chicotte, les pratiques de relégation, etc., le travail forcé sont évoqués, autant ça, c'est des choses qui n'apparaissent pas, ou en tout cas pas encore. À l'échelle globale, là, on a peut-être... Dans les années 70 arrive quand même Apocalypse Now. C'est quand même pas rien, puisque le film oscarisé, Festival de Cannes, la Palme d'Or, etc., en des grands rôles de Marlon Brando, fait référence explicite, est tiré de l'œuvre de Conrad. Donc c'est évidemment tout à fait fondamental. Comme dit le réalisateur, je ne l'ai plus en tête, ce n'est pas un film sur le Vietnam, mais c'est le Vietnam, Apocalypse Now, et c'est aussi une forme de colonisation, évidemment, même si on peut discuter du Vietnam. Donc Conrad est toujours présent dans la forme de la déshumanisation de ce qu'a été le Congo. Tout en étant d'une certaine manière tout de même déconnecté du Congo, ce qui est un petit peu le cas aussi d'une des autres œuvres marquantes de cette époque, qui est la pièce de l'écrivain belge Hugo Claus, La vie et les œuvres de Léopold II, qui s'inscrit finalement dans
une tradition de caricature anti-léopoldiste sur le mode du grotesque, mais qui parle peut-être plus de la Belgique que du Congo, qui par ailleurs ne connaîtra pas un grand succès. Il a beaucoup plus été monté, il a beaucoup plus tourné dans les années 2000 qu'au moment de sa création dans les années 70. Voilà, ce qui nous amène très, très rapidement aux années 90, qui représentent à bien des égards vraiment un tournant dans l'évocation de ces atrocités, y compris des mains coupées, qui s'inscrivent évidemment dans un contexte politique aussi plus important, qui représente un tournant de régime au Congo, évidemment, avec la chute de Mobutu. En Belgique aussi, avec un changement de règne d'une certaine manière, même si la controverse va ressurgir moins de la Belgique et moins du Congo que de l'étranger. Alors dans le champ historique, tout d'abord, on a une série d'avancées importantes, mais qui ont une visibilité assez limitée, donc avec des travaux, je vous ai mis des exemples ici, d'un anthropologue belge qui s'appelle Daniel van Groeneweg, qui écrit un premier livre à la fin des années 80 sur ces atrocités et qui explicite toute une série de choses. Un ancien diplomate belge également qui écrit au début des années 90 une trilogie sur le Congo et qui revient très largement sur les atrocités. Et ce sont donc des travaux dont Hochschild, donc Adam Hochschild, va s'emparer, puisqu'il publie son livre en 1998. Le livre est traduit immédiatement, donc Les fantômes du roi Léopold, un holocauste oublié. Un livre qui va permettre l'émergence d'un deuxième scandale, quelque part, autour des atrocités congolaises, même si fondamentalement c'est un livre qui ne dit rien que d'autres n'avaient déjà dit avant, mais qui peut-être le dit beaucoup mieux. Et évidemment, un ouvrage qui a fait énormément de bruit, c'est le boom, ça. Le boom, parce que alors c'est le passé colonial qui ressurgit d'un coup, même si on peut discuter d'Hochschild, évidemment. Ça fait boom, et ça fait boom parce que, aussi, en des sous-titres, a été le premier roi génocidaire de l'histoire. Et tout à coup, pour la Belgique, savoir que la famille royale et Léopold II, qui est quand même extrêmement présent dans l'imaginaire belge, est le premier génocidaire de l'histoire, c'est parce que ça a été ça, en fait, le boom d'Hochschild. Et alors, très vite, évidemment, tout va s'emballer dans les années 2000, puisque la BBC sort en docu-fiction sur le caoutchouc rouge, qui va passer en Belgique. Et là, ce soir-là, à la télévision, ça explose tout à fait. Et donc, il y a des réactions en chaîne, y compris politiques, quasi pour venir au secours de la famille royale, d'une certaine manière, et de la critique de Léopold II. Donc il y a là un véritable scandale politique dans cette post-colonie modèle. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la commission Lumumba, que la Belgique pense à ce moment donné-là avoir fait énormément de choses, et tout à coup elle est rattrapée par son passé. Et on assiste dans les années 2000 à deux mémoires qui se confrontent d'une certaine manière. D'abord les anciens coloniaux qui en 2005 ont encore essayé d'interdire une pièce de théâtre de Mark Twain qui était rejouée au centre de Bruxelles. Donc il y a eu des pétitions, des pressions, quasi des manifestations. Donc les anciens se regroupent pour montrer que tout compte fait, on revient au bienfait, toujours de l'histoire coloniale et de la colonisation. Et puis de l'autre côté, il y a un autre clan, d'une certaine manière, où on assiste à un attentat même chromatique. Ici d'abord l'attentat chromatique, comme on l'a appelé. Alors c'est des images très rares parce que s'en prendre à une statue royale, ça dure 10 minutes. Ça, c'est la peinture la plus vite nettoyée de Bruxelles. Mais bon, c'est un attentat chromatique qui a été utilisé. Donc le sang, évidemment, le caoutchouc rouge sur le buste de Léopold II. Donc ça, c'est de l'art aussi, d'une certaine manière. À Ostende, un monument à la gloire de Léopold II, on a coupé récemment une des mains des militants de la diaspora congolaise ont coupé une des mains d'un Congolais représenté. Et on vient de décider, le maire d'Ostende, de la ville d'Ostende, vient décider, parce que qu'est-ce qu'on fait par rapport à une statue qui a été, décider de ne pas la remettre, de laisser comme ça, ce qui à mon avis est peut-être la meilleure des idées, mais confronté aussi à l'histoire et à la mémoire d'une certaine manière. Avec l'argument explicite que c'était plus conforme à la réalité historique. Voilà. Ce qui nous amène à la suite. On va passer tout ça. Voilà, simplement vous dire qu'il y avait vraiment donc une
une efflorescence. C'est un peu comme l'entartage, hein, c'est très belge, mais c'est dans la même logique en fait, hein, en tarton. Voilà, une efflorescence voilà, d'initiatives qui sont à la fois politiques, hein, mais aussi artistiques, dans le champ du théâtre, avec plusieurs pièces qui sont créées ou qui sont montées, dans le champ de la BD, hein, donc l'apparition ici de Congo, je crois que c'était en 2012-2013. Oui. La série Africa Dreams à partir de, à partir de 2010, hein, où chaque 3 tomes, chaque tome a un épisode de main coupée plus ou moins subtil. Voilà, d'autres BD satiriques, hein, qui reviennent aussi sur ces épisodes des mains coupées, qui se résument à ça quand il s'agit d'évoquer le Congo belge, ce qui est aussi assez significatif. Et puis dans le champ littéraire, des œuvres également très importantes. Comme le concours en 2010 qui nous parle de Casement et qui écrit des choses assez passionnantes dans Le Rêve du Celte. Hein. Et le premier roman belge, Le Bureau des Reptiles, je crois que c'est cette année, hein, ou fin de l'année passée, toujours 2014, oui, hein, Le Bureau des Reptiles, qui lui aussi revient quand même pour la première fois dans un roman belge, à part Hugo Claus, sur les mains coupées. Voilà, alors en guise de conclusion, très très rapidement, juste quelques points vraiment très ponctuels qui nous semblaient traverser un siècle de récits des atrocités congolaises et des mains coupées. D'abord, voilà, peut-être dire que de Conrad à Scorsese, les atrocités congolaises et les mutilations font toujours figure de violences ultimes et sidérantes qui symbolisent le pire du pire des excès de la colonisation et qui construisent au début du XXe siècle, comme encore au début du XXIe, le Congo comme une figure repoussoire en quelque sorte des crimes coloniaux. Ensuite, force est de constater dans le même temps que c'est quand même toujours, et ça se voyait très très fortement, notamment dans la BD, mais aussi dans la production littéraire, que ce sont toujours des Blancs qui sont au centre du récit, dans la plupart des narrations artistiques, y compris chez celles qui se placent dans une posture de dénonciation et de critique virulente. On constate que le rôle principal est toujours tenu par un Européen et que les victimes sont toujours des personnages, en tout cas souvent, des personnages secondaires, un peu comme s'il n'y avait pas de récit de massacre possible sans un dénonciateur héroïque blanc. Par ailleurs, il est toujours aussi frappant de constater que cette focalisation sur la violence extrême des premières années de colonisation au Congo donne l'impression d'un espèce de passage obligé qui contribue aussi à occulter assez largement les violences entre guillemets ordinaires de la colonisation belge, qui restent très peu interrogées. Et c'est aussi un passage obligé qui, d'une certaine manière, contribue à construire aussi des continuités peut-être un petit peu fantasmées entre des épisodes très éloignés et extrêmes des violences des deux bornes du temps colonial, hein, donc le tout début avec le régime de l'État indépendant et puis les violences de la décolonisation avec l'assassinat de Patrice Lumumba, alors que ce sont là des formes de violence qui procèdent de logiques fort différentes et qui ne sont pas forcément non plus révélatrices des violences structurelles de la colonisation. Juste vous dire qu'il y a aussi quand même des résonances évidemment dans les milieux académiques avec, peut-être c'est une note un petit peu plus positive, voilà, tout un renouveau d'une série de travaux, même s'il y a aussi des choses qui percolent, hein, qui interrogent ce rapport entre, on finit vraiment, entre histoire et fiction, hein, finalement, Hochschild, comme peut-être plus récemment Van Reybrouck, hein, ce sont des travaux qui sont un petit peu ambigus à ce niveau-là, puisqu'ils ont l'ambition de faire une œuvre d'histoire, mais ce sont aussi des œuvres qui ont des ambitions littéraires, hein, donc ce sont des frontières qui restent assez floues. Et enfin, vraiment, la dernière chose, qui est aussi peut-être une note positive, c'est le fait que de plus en plus d'artistes congolais s'emparent de ce passé. Là aussi, on a une production qui est de plus en plus florissante. On pensait notamment au travail de Samy Balogi, hein, qui l'a vraiment établi un dialogue entre le présent et le passé, entre un travail, une production artistique et des sources du passé. Hein. Donc c'est cet artiste congolais qui reprend les photographies missionnaires du début du XXe siècle, notamment du couple missionnaire Harris, puis qui fait voilà, toute une série de collages qui servent à évoquer évidemment le Congo d'aujourd'hui et ses nouveaux prédateurs. Ouais, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Les archives vont faire l'objet de notre réflexion haute intéressée et plus d'un chercheur dont Christine Desroliers, qui affirme qu'elle est une documentation riche sur les anciens territoires coloniaux belges en Afrique. Cet héritage
l'OCE provient des ministères et a eu la gestion des colonies du Congo, du Burundi et du Rwanda dans leurs attributions depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au début des années 1960. La fréquentation de ce lieu de recherche et la connaissance de ces fonds sont des étapes essentielles pour l'historien doré ou l'autre des trois pays. La majorité des collections, même les plus récentes produites à la veille des indépendances, sont communicables aux chercheurs malgré quelques jalons normatifs et certaines pratiques qu'il faut bien observer pour les consulter. Cet exposé se focalise particulièrement aux archives relatifs au massacre visant les membres de l'UNAR. Je vais expliquer ce que c'est l'UNAR après. Et des Tutsis de la chefferie de Bwanakyambwe en territoire de Kigali, de juillet à septembre 1961. Ces massacres sont attribués aux membres du Parti hutu et aux forces publiques en collusion avec l'administration coloniale belge. Ce corpus est constitué de documents en provenance de la résidence, ça veut dire donc le chapeau de l'administration coloniale belge, et des deux parties en conflit, à l'occurrence l'UNAR et le Parti hutu. Bien que son document démontre des actes sanglants qui ont eu lieu dans cette région, il ne permettait pas aux chercheurs de suivre la trame des événements dans le but de reconstituer leur histoire. Les accusations réciproques des membres de ces deux partis politiques rendent la situation confuse. La compréhension de l'intrigue devient plus complexe lorsqu'on remarque que la tutelle belge, auteur de la plus grande partie de ces documents, avait la volonté de détourner la réalité des faits. Pour mieux comprendre les massacres que les Tutsis du Bwanakyambwe ont subis en 1961, il importe de brosser le tableau du Rwanda politique des années antérieures. En effet, dès la fin du XIXe siècle, le destin du Rwanda est entre les mains des Allemands et surtout des Belges qui le colonisent pendant 6 décennies. Ces nouveaux patrons admirent l'organisation sociopolitique trouvée sur place et s'appuient sur elle pour gérer la nouvelle acquisition. Les Allemands qui avaient choisi le système de protectorat ont été chassés par les Belges qui occupent le Rwanda 2 ans après le début de la guerre 14-18. À leur retour, ce dernier, c'est-à-dire donc les Belges, adoptent l'administration indirecte. Mais, contrairement à leurs prédécesseurs, ils s'empressent de saboter les fondements du royaume, longtemps considéré par la dynastie régnante et son peuple comme sacré. Cette attitude du nouveau patron détériore ses relations avec les tenants de la monarchie. En 1931, le roi Musinga finit par être déposé, relégué à l'ouest du Rwanda, puis transféré au Congo belge et remplacé par son fils, capable d'être flexible au nouvel ordre. Depuis lors, le Rwanda est dirigé sous un accord tacite qui se conclut entre le colonisateur belge, l'Église catholique et le pouvoir coutumier au détriment de la masse paysanne. Cette alliance construite progressivement s'étend quasi brusquement lorsque le roi du Rwanda manifeste des velléités d'indépendance qui caractérisaient les pays sous le joug colonial des années 1950. N'ayant plus confiance dans l'autorité coutumière et dans l'aristocratie tutsi longtemps privilégiée, le pouvoir colonial opère une volte-face et récupère l'élite hutu longtemps marginalisée et frustrée. Pour s'opposer aux partis politiques nationalistes et monarchistes UNAR, l'Union nationale rwandaise, qui regroupait la majorité des anciens alliés, la tutelle belge apporte un soutien sans faille au Parti hutu, parti pour l'émancipation des Hutus, une formation politique ayant choisi la carte ethnique pour conquérir le pouvoir du Rwanda, prêt à s'émanciper.
C'est dans ces circonstances du jeu politique ethnisé des uns et du nationalisme exacerbé des autres que les premiers pogroms anti-Tutsis se produisent dès novembre 1959. La tutelle belge en trouve une occasion propice pour transférer le pouvoir aux Hutus. Cependant, il importe de signaler que les événements se passaient au centre et au nord du pays, zone d'influence du parmi Hutus. Les partisans de l'UNAR et les Tutsis du Bouanakiambe furent épargnés pendant plusieurs mois. Cette région connut les premiers troubles ethniques d'avril à juillet 1960 et de juillet à septembre l'année suivante. Ce sont ces derniers qui vont attirer notre attention moyennant la description de leurs circonstances. En effet, la deuxième moitié de 1960 fut occupée des élections communales, des bourgmestres et des conseils communaux où le parmi Hutu est sorti vainqueur. Au début de l'année suivante, ces nouveaux élus participent au renversement de la monarchie et à la proclamation de la République. Malgré la mainmise des bourgmestres et des conseils communaux sur une grande partie du pays, la population du Bouanakiambe resta favorable à la monarchie. Les massacres qui se passent en 1961 eurent lieu lors des campagnes pour des élections législatives et le référendum où chaque parti voulait tirer profit. Par ce référendum, organisé sous la pression de l'ONU contre le gouvernement putschiste et la Belgique, les Rwandais étaient appelés à se prononcer pour ou contre la République, installée par un coup de force ou le rétablissement de la monarchie fraîchement renversée. Malgré les résolutions de l'ONU qui préconisaient que les activités politiques se passent dans le calme, le parmi Hutu qui avait du mal à se faire attendre dans le Bouanakiambe préfère de s'imposer par une intimidation extrêmement violente. Il y possédait des raisons assez étendues des bourgmestres, des conseils communaux et des propagandistes pour imposer sa loi sur les collines. Ces massacres de juillet à septembre 1961 font l'objet des rapports de plusieurs provenances. Le 12 août, le comité de l'UNAR adresse un rapport au président de la Commission des Nations Unies, qui était au Rwanda, affirmant que les troubles sanglants venaient de faire de nombreuses victimes et de milliers de réfugiés dans le territoire de Kigali. Le rapport continue en disant: il ressort de constatations irréfutables que c'est le parti politique parmi Hutus qui, par réaction contre l'audience de notre parti auprès des populations rwandaises, s'est empressé à recourir à ses moyens habituels de lutte politique, c'est-à-dire le terrorisme, caractérisé par les massacres et les incendies. Le rapport démontre également à la Commission onusienne, d'une façon qu'il qualifie de certaine, que les autorités de la tutelle sont en connivence avec le parti parmi Hutu dans la réalisation d'un plan concerté pour obliger par la violence les populations rwandaises à adhérer à ce parti, faire obstacle aux élections législatives prévues le 25 septembre ou empêcher qu'elles aient lieu. Nous n'avons pas encore retrouvé la réponse directe à ces allégations de l'UNAR, ni de la part de la dite commission, ni de la part de la tutelle belge. Cependant, plusieurs documents clairement rédigés par la résidence et d'autres qu'on peut lui attribuer relatent les mêmes événements. Analysons en premier lieu le mémorandum rédigé par l'administrateur chargé des affaires administratives à la résidence. Datant de quelques jours après le rapport de l'UNAR, il est visiblement interne puisqu'il est globalement adressé au cadre de la résidence en termes de briefing de travail. L'auteur commence en disant: il résulte de la conversation avec M. Watt que la préparation du dossier qui sera confié au délégué belge à la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies
donc le conseil de la tutelle, doit se faire en fonction des attaques probables dont la Belgique sera l'objet. Or, les documents qui justifieraient ces attaques ne sont pas encore connus. Il faut donc l'Assemblée une documentation susceptible de permettre une riposte, voire la constitution d'un dossier qui serait donné avant l'ouverture des débats, donc les débats aux Nations Unies. Il serait donc intéressant que la résidence qui prépare le dossier ne se contente pas de recevoir la documentation, mais qu'elle participe à la recherche des éléments utiles à la Constitution. Le point essentiel sur lequel les attaques contre la Belgique pourront porter est le point numéro 5 de la résolution 1605, à savoir que l'autorité administrante a clairement l'obligation et la responsabilité de créer des conditions et l'atmosphère nécessaires au déroulement régulier des élections nationales et de ne permettre à aucune autorité locale d'entraver l'application des résolutions de l'Assemblée générale. Le mémorandum argumente encore une fois en énumérant 5 points sur lesquels des attaques anti-belges chercheraient à établir. Apparemment, l'auteur de ce document n'a pas eu la difficulté à proposer ces points, puisqu'il se référait sur les massacres qui se passaient sur les collines, dont il connaissait certainement les causes. Plutôt, il s'inquiétait que les attaques éventuelles porteraient sur des responsabilités des autorités communales, donc qui ont été installées un peu avant, et de l'administration belge dans le déclenchement des troubles et de la gestion de la situation. Ici, le chargé, donc l'auteur de son document, de son mémorandum, n'a rien inventé contrairement au scénario qu'il va proposer. Alors, il renchérit en disant « Bien que la chose concerne avant tout les leaders parmi Hutus, il serait intéressant d'établir que les opérations de pillage et de massacre ont été déclenchées et conduites par les bandes monarchistes, donc les membres de Renard, ce qui pourrait indirectement expliquer que les autorités communales et l'administration belge n'ont pas la responsabilité dans le déclenchement des troubles. » Après avoir proposé des éléments à l'Assemblée pour défendre la tutelle belge, il ne s'arrête pas par là. Il suggère également une contre-attaque qui prendrait des formes. Premièrement, il préconise qu'il faudrait accuser l'ONU qui avait fait que les leaders de l'UNAR soient amnistiés et que les libertés politiques et civiles soient octroyées aux partis politiques en tenant compte du principe d'égalité. Deuxièmement, il dit qu'il faudrait attaquer en disant que les troubles ont coïncidé avec l'ouverture par l'UNAR de la campagne électorale. À part ce mémorandum très interne au cabinet du résident, le chargé des fonctions administratives s'adresse également, quelquefois avec pression et menace, aux administrateurs des territoires et aux chefs des unités détachées de la radio Rwanda et au service de sûreté pour lui chercher des documents susceptibles de fournir matière à la constitution du dossier à transmettre à l'ONU. Comme d'habitude, il n'hésite pas à exiger des éléments qu'il faudrait absolument trouver dans ces rapports soi-disant de terrain. De cette campagne de constitution des éléments de défense de la tutelle et du parmi Hutu, ou la recherche d'une échappatoire, résultent plusieurs documents. Ceux qui retiennent notre attention peuvent être rangés en 3 catégories. D'abord, on trouve des documents conséquents relatant des massacres survenus au Bwanakyambwe au cours de l'été 1961, qui partagent de mêmes aspects externes puis internes. Ici, je me suis amusé avec un jeu de critique historique, en fait. À l'externe, ils ne sont pas identifiés, bien que quelques paraphes peuvent révéler ceux qui les ont élaborés ou traités. À l'interne, ces documents parlent de mêmes événements
apparemment en fonction des directives données par le mémorandum dont on a parlé et en contradiction flagrante avec d'autres sources, ce qui causerait un grand problème de savoir ce qui s'est réellement passé. Certains de ces documents doivent relever de ce qu'ils appellent des griffes d'or lunaire qu'ils prennent le soin de réfuter systématiquement. On peut remarquer que ce genre de travail est confié souvent à des hauts cadres administratifs capables de rédiger avec talent. Les titres de ces documents sont souvent révélateurs de leur contenu. Ainsi, on peut remarquer des titres tels que « Mise au point au sujet des griffes d'or lunaire contre l'administration belge au Rwanda » et « Serait de mémoire établi par l'UNAR » ou encore et surtout « Procès d'intention ». On peut penser que cette dernière expression est utilisée au sens sophiste du terme si on examine comment leurs auteurs s'efforcent de discréditer habilement les faits rapportés par d'autres sources sans tenir compte de la réalité. Merci. À part ces documents sous la plume des cadres administratifs, on tombe sur une vingtaine de lettres des militants et des bourgmestres du parti Parmehutu des collines sinistrées. Elles sont toutes adressées aux représentants de l'ONU à Kigali en portant plainte contre le comportement des membres de l'UNAR qu'elle qualifie d'inadmissible. Sur leur aspect extérieur, il est étonnant de soupçonner que les signataires de ces lettres ont utilisé la même encre que celle le résident du Rwanda a fait usage pour les orienter à ses subalternes. Évidemment, ces lettres ont été confiées pour le traitement à l'auteur du déjà connu mémorandum. Quant à leur contenu, elles se caractérisent davantage par l'effort de démontrer que les troubles survenus dans leur région, les membres de l'UNAR étaient des attaquants ou provocateurs et que ceux du Parmehutu se sont défendus. Il est difficile d'affirmer que ces lettres ont été rédigées dans ou par des bureaux de la résidence, mais il y a lieu de dire qu'il y a sa main derrière cette œuvre. Ensuite, il y a une synthèse d'une centaine de pages rédigées dans le strict respect des instructions données dans le mémorandum et reprenant des éléments contenus dans des rapports des membres de l'administration tutélaire, des cadres du Parmehutu et de ses simples partisans. Destinés aux membres de l'Assemblée générale des Nations unies, nous ne savons pas encore l'audience que cette synthèse a eue, ni si on est parti sur la connaissance des massacres au Bwanakyambwe en 1931. Ce qui est connu est qu'elle était destinée à un monde ignorant en détail ce qui se passait sur les collines de cette région, avec le but de détourner la vérité historique. Il faut enfin signaler qu'il existe d'autres documents, souvent sous le son du secret et de la confidentialité, qui permettent de faire la confrontation des renseignements. Pour conclure, juste en un seul mot, les archives coloniales belges ont une importance sans égard pour l'écriture de l'histoire du Burundi, du Congo et du Rwanda. Aussi, ces archives sont-elles le reflet des difficultés, des interrogations et de certaines positions de la Belgique à la fin de sa mission coloniale. Souvent, il faut tomber sur des pièces maîtresses comme le mémorandum dont il a été question pour tenter de s'approcher de la vérité. Donc, je m'arrête par là et je vous remercie. Alors, je ne vais pas vous poser des questions, je voulais juste faire des petits, je sais pas quoi, des remarques, voilà, qui me sont venues en vous écoutant rapidement. D'abord, il me semble que voilà, ce que prouvent vos communications, c'est que vraiment il y a un lien essentiel entre massacre et projet politique, hein, et ordre politique, qui est non seulement un ordre colonial, ça on s'en doutait un peu, hein, mais qui est aussi une question de régime.
de régime politique, c'est-à-dire quelles sont les formes du pouvoir qu'on veut promouvoir dans les territoires, mais aussi en métropole. C'est le cas belge est vraiment évidemment emblématique, caricatural presque pour ça. Hein. Les formes du pouvoir qu'on inscrit réellement dans le réel ou qu'on se contente de fantasmer, d'imaginer ou de souhaiter, de désirer et qui donc motivent les acteurs. C'est bien sûr la question qui apparaît là, donc, de l'unité du point de vue des acteurs sur le terrain. Est-ce qu'ils partagent, face à ces massacres, la même Weltanschauung, la même, j'arrive pas à trouver d'expression, la même vision du monde, bien sûr, ou non. Et on voit bien que quand il y a des divergences, eh bien, il peut y avoir source, hein, il peut y avoir conflit d'interprétation, et donc source, et donc, évidemment, pour nous, intérêt. Donc, notre travail, c'est bien sûr de mettre à jour ces manières dont les sociétés se sont représentées, la colonisation se sont représentées elles-mêmes, et dont peut-être aussi les historiens se les représentent encore. Le deuxième point qui me venait en vous écoutant, c'est l'importance dans le travail qu'on fait sur les sources de restituer la temporalité des textes, c'est-à-dire qu'il faut, et l'historicité des acteurs, mais la temporalité des textes, ce que je veux dire par là, c'est, en vous écoutant, me venait la question de la distance qu'il y a entre les textes et l'événement dont ils parlent, la question du temps de la publication, du temps de la rédaction, mais aussi la place du temps dans les textes, c'est-à-dire comment est-ce que les acteurs, des auteurs, se représentent le passé, le présent et l'avenir. Bien sûr, l'avenir, c'est un peu ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire est-ce que c'est le bon régime, est-ce que c'est la bonne manière de faire, est-ce qu'on fait bien la guerre, est-ce qu'on la fait mal, est-ce qu'on est civilisé ou non, mais plus largement aussi le passé des sociétés, le leur, etc. Troisième point, j'en ai 4, c'est quelque chose qui me venait déjà en écoutant Sabrina tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport entre fiction et histoire. Je vous donne ça comme voilà, pour discuter. Hein. Moi, il me semble que les fictions, et on l'a vu aujourd'hui, peuvent être des sources pour nous, des sources sur l'événement, des sources sur ses représentations, mais il faut surtout qu'on ait bien en tête qu'elles sont aussi des stocks d'images pour les historiens, c'est-à-dire de manière pas forcément consciente. C'est-à-dire qu'on travaille avec Apocalypse Now en tête, on travaille avec toutes sortes de choses, on n'a pas tous les mêmes images en tête. Ça, c'est vraiment important et je pense que c'est quelque chose qui est complètement sous-évalué dans la manière dont on travaille en histoire, hein, vraiment. Peut-être parce qu'on n'a pas assez de dialogue avec les littéraires, j'en sais rien. Ou peut-être parce qu'on n'aime pas trop l'introspection aussi, hein, sur qui on est, comment on travaille, avec quoi on travaille, etc. Et le dernier point, c'est bien sûr que la fiction, c'est aussi un fantasme pour l'historien. C'est-à-dire que c'est aussi une envie. Tout à l'heure, Amandine a dit à propos des fantômes de Léopold, c'est un texte un peu limite, etc. Mais voilà, mais en fait, c'est le texte qu'on aurait aimé faire, mais qu'on ne s'autorise pas à faire, parce qu'on est limité. Donc, en même temps, voilà, qu'est-ce que c'est la fiction par rapport au... Il y a un livre qui vient de sortir, La Divan Jablonka, sur cette question de la fiction comme manière d'écrire l'histoire. Bon, voilà, je pense que, en tout cas pour moi, la fiction, c'est bien souvent voilà, ce qu'on ne peut pas faire, mais qui est tellement mieux fait. Hein. Parce qu'on s'autorise, évidemment, des choses. Et puis le dernier point, c'était sur Hochschild et puis le choc en Belgique. En écoutant ça, je me suis dit, c'est vraiment amusant parce que ça me faisait penser au choc en France au moment du livre de Paxton sur la France de Vichy, et ça me faisait penser au choc, enfin, c'est-à-dire que ce qui est décrit comme un choc en Allemagne au moment du bouquin de Goldhagen sur les bourreaux volontaires de Hitler. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas cette espèce de... Je ne sais pas comment dire... on accepte mieux parce que ça vient de l'étranger, ou alors peut-être aussi on fantasme une neutralité différente des auteurs étrangers qui n'auraient pas de lien, qui seraient donc plus capables d'eux. Peut-être qu'on accepte mieux quand ça vient d'un Américain que quand ça vient d'un Congolais, d'un Belge, d'un Français, d'un Algérien. Mais la question, elle se pose aussi, et c'était la communication, les deux communications de début et de fin, du point de vue des sources. C'est-à-dire, quand les auteurs sont étrangers, quand ils sont américains, britanniques, et qu'ils vont dire « Ah, tiens, du haut de mon consulat, je vois ci, je vois ça », on leur accorde un certain crédit parce qu'on postule des formes de neutralité qui sont évidemment complètement... Enfin, il n'y a aucune raison qu'on les postule, en réalité. C'est ce que montre... Enfin, voilà, c'est ce qu'on a entendu aussi ce matin. C'est-à-dire que, voilà, je pose la question sur qu'est-ce qu'on a comme préjugé favorable vis-à-vis des livres ou vis-à-vis des sources, et ultimement, si finalement il y a quelque chose de juste dans ce préjugé, c'est-à-dire que quand même, il y a moins de cadavres dans le placard de ces gens-là, tout ça est
bon bref, ça serait quoi être extérieur quand on travaille sur le colonial? C'est-à-dire, parce que moi je travaille sur l'Algérie où il y a des anathèmes contre les historiens français. Voilà, c'est pas bien parce qu'ils sont français, on ne peut pas les écouter. Mais en même temps, voilà, c'est autant notre histoire que l'histoire des Algériens, peut-être. Hein. Donc c'est quoi être extérieur au monde colonial? C'est quoi être extérieur à l'histoire coloniale? Voilà, donc merci pour toutes vos suggestions. Et puis donc on a, désolé d'avoir pris un peu de temps, quelques minutes pour les questions. Il y a un micro qui est là et je pense qu'il faut le prendre en fait. Tout au bout là-bas. Merci. Moi, j'avais une question par rapport à l'historiographie et à l'acception présente en Belgique. La Belgique a un passé colonial féroce au Congo et on sait qu'il y a une conspiration du silence, une omerta, qui a pignon sur rue. Alors aujourd'hui, aussi bien dans les milieux universitaires que dans la littérature, dans les médias, quelle est la place de ce passé colonial en Belgique? Je vous propose qu'on prenne plusieurs questions, puis qu'après chacun réponde. Enfin, s'il y a plusieurs questions. J'avais juste une question, parce que ça a été abordé, le lien qui avait été fait entre les mains coupées et l'assassinat de Lumumba. J'aimerais bien que vous nous en dites un peu plus. J'ai une autre question liée à la censure. En France, pour les massacres coloniaux, on n'en a pas parlé, on a eu beaucoup de mal à en parler parfois à cause de la censure, notamment dans les pays colonisés. Est-ce qu'il y a eu une censure en Belgique sur ces questions-là? Et comment elle s'est traduite dans les œuvres? Et puis, j'ai une dernière question qui touche les diasporas africaines. Notamment, vous signalez qu'elles sont peu présentes dans les œuvres. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est lié par le fait, au fait que, par exemple, au Congo belge, au Zaïre, l'État central a exercé un contrôle très sévère sur l'ensemble des idées dissidentes des intellectuels. Donc, comment vous avez intégré cette dimension-là dans l'approche historique qui s'est développée par la suite? Merci. Merci. J'avais une question sur les mains coupées à propos de la photo représentant ces personnages avec les deux mains coupées que Mbokolo avait mis dans son article. On est bien dans l'axe du micro. Que Mbokolo avait mis dans son article sur de l'histoire, du magazine L'Histoire, et qui avait fait polémique par rapport à la fois l'origine et ce qu'elle représentait. Et juste en parallèle, une information, parce que vous ne le savez peut-être pas en Belgique, cette photo a justement été utilisée l'année dernière au sujet de CAPES pour le CAPES d'histoire-géographie. Donc ça pose une double interrogation. Et puis j'avais une question par rapport à ce que vous avez évoqué, le silence autour de la question du travail forcé. Là, ça m'interpelle un petit peu. Pour le travail forcé, peut-on parler de silence alors que... Il me semble que justement le pouvoir colonial a toujours mis en avant le travail forcé comme étant une forme d'acte civilisateur, de mettre au travail les populations. Alors peut-on parler d'un silence dans ce cas-là? Une dernière question. En fait, c'est pas une question, mais je reviens à l'actualité parce que quand j'étais à Londres, j'ai discuté avec une chercheuse américaine dont le mari est directeur de sécurité dans une entreprise qui fait du cacao à Amsterdam.
Et en fait, ils ont découvert régulièrement des mains d'enfants coupées dans les sacs de cacao. C'était pas une question, donc c'était il y a un problème avec les mains coupées. Et c'est terrible au niveau de l'éthique de cette marchandise. Merci. Alors on va répondre. Oui, je ne sais pas si Lancelot. Ok. Comme il est français, peut-être il est plus légitime pour parler de la Belgique, on ne sait pas. Donc très rapidement, comme il y avait quand même beaucoup de questions, par rapport à cette conspiration du silence, je pense que c'est une expression qu'on employait plutôt pour parler du temps colonial et de ses suites immédiates, mais qu'aujourd'hui, clairement, on ne peut plus parler de conspiration du silence. Il y a vraiment cette multiplication de productions en tout genre qui adressent directement ces questions, que ce soit dans le champ littéraire ou artistique de manière plus générale. Je pense aussi dans les milieux académiques, donc il y a beaucoup de bruit et plus beaucoup de silence. Après, c'est aussi évidemment des questions qui sont politiques. Moi, je parlerai quand même plus vraiment de conspiration du silence, y compris dans le champ politique aujourd'hui. C'est clair qu'il y a des malaises encore officiels, qu'il y a certaines questions qui sont difficiles à aborder, mais voilà, on est quand même clairement à un autre stade. Après, sur les liens entre les mains coupées et l'assassinat de Lubumba, évidemment, de mon point de vue d'historienne, il n'y en a pas, mais ce sont des liens et des continuités que pas mal d'observateurs font. L'année dernière, ça m'avait frappé, j'étais à une grosse exposition sur précisément les atrocités congolaises au musée de l'esclavage de Liverpool, donc quelque chose qui avait vraiment des ambitions scientifiques aussi. Il y avait des grands panneaux qui nous disaient le Congo belge et sa violence, des mains coupées à l'assassinat de Lubumba, mais sans évoquer ce qu'il y avait entre les deux. Donc c'est des liens, des continuités qui sont posées finalement, alors que, pour moi, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais voilà, ce qu'on voulait, c'était mettre en avant des continuités qui étaient faites et qui passent du coup aussi, peut-être pas sous silence, effectivement, là on a peut-être été un peu caricatural, mais qui ne permettent pas d'interroger aussi tout l'entre-deux, qui a aussi une histoire importante. Sur la question des diasporas, là peut-être on n'a pas été clair. Les diasporas congolaises, qui sont des Belges d'origine congolaise, en Belgique aujourd'hui font vraiment. C'est un sujet dont elles se sont vraiment emparées, aussi bien la période des atrocités à proprement parler que l'histoire plus longue de la période coloniale, avec des liens qui sont faits aussi avec le présent, avec l'actualité. Il y a beaucoup d'associations qui sont extrêmement dynamiques, notamment l'association Mémoire coloniale et Mémoire des discriminations, je ne sais plus leur nom, mais vraiment toute une série de groupes qui font un travail assez intéressant, aussi avec différentes sensibilités politiques. Donc ces attentats sur le monument à Ostende, ces mains coupées, c'est un collectif particulier. Vous avez des choses qui sont plus mainstream, on va dire. Donc il y a une très grande diversité. C'est vraiment un sujet qui est présent, même si c'est vrai que ce n'était pas forcément le cas plus tôt, notamment dans les années 70 et 80. Mais c'est aussi lié, c'est une grande différence avec la France, au fait que la diaspora congolaise en Belgique est minoritaire au regard des autres diasporas, au regard des communautés migrantes. Je n'ai pas des chiffres en tête, mais comparé aux populations originaires du Maghreb, par exemple, les personnes d'origine congolaise, c'est un nombre vraiment insignifiant. Et donc ça a aussi un poids sur l'audibilité de leurs revendications dans le champ politique. Et cette présence limitée, c'est aussi des choses qui font évidemment écho à l'époque coloniale, peut-être moins dans la nature des revendications que dans une perspective comparatiste, puisque la Belgique a toujours freiné autant que possible le séjour de Congolais dans la métropole. Donc ça, ce sont des choses aussi qui ont des héritages. Je ne sais pas si Valérie, tu veux rajouter des choses Oui, peut-être reparler de la censure ou de ce fameux silence. Il est partout, ce silence, c'est-à-dire que même dans l'opposition belge, socialiste, communiste, on retrouve ce silence dans l'entre-deux-guerres.
il y a un grand congrès contre le colonialisme et l'impérialisme à Bruxelles dans les années 20. Pas un mot sur les mains coupées, pas un mot sur... voilà, c'est le vide total. Donc ça, je crois que c'est important, je vais presque dire une autocensure ou en déni d'histoire déjà et très vite. Hein. Alors sur les polémiques sur les photos, c'est quelque chose qu'on a connu aussi à Bruxelles lors du 175e anniversaire de la Belgique. Tervuren en a fait, ils l'ont fait, il faut leur laisser ça, hein, une exposition sur le temps colonial. Des photos, celles qu'on a vues ont été montrées. C'est toujours les mêmes qu'on montre, évidemment, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ça a refait polémique, notamment avec les anciens coloniaux, car certaines photos, alors c'est le gros débat, hein, certaines photos ont aussi été des photos de lépreux et ont été utilisées par les missionnaires à l'époque, etc. Donc, en fait, on revient toujours au débat. Hochschild a fait boum, mais en même temps, le débat est toujours présent de ces mains coupées. Ont-elles vraiment été systématiques ou pas? Bon, clairement non, mais enfin, je veux dire, il y a vraiment là tout en débat, et c'est vrai qu'on ne parle que de ça, et puis on passe directement à Lumumba, comme s'il n'y avait rien entre les deux, mais en fait, le colonialisme belge, c'est entre les deux. et comme si là, il n'y avait pas de violence, comme si là, il n'y avait pas de problème, comme si tout allait bien, et alors que c'est ça qu'il faut étudier. Donc, je vais me dire, moi, je me bats plutôt pour ça. Et donc, je crois aussi que pour pouvoir réussir à faire cette histoire, parce qu'ils sont très présents, je crois qu'on avait dit ça pour la résistance, on peut le dire aussi pour l'histoire coloniale, il faudra attendre la mort des anciens coloniaux. Enfin, je crois qu'il n'y a peut-être pas que moi qui le pense en termes d'histoire. Je crois qu'on pourra réellement faire œuvre d'histoire en tant que telle, alors quitte à évidemment avoir tous les témoignages, et ils sont importants, et on est en train d'essayer, parce qu'en Belgique, on s'y est pris tard, je crois, comparé à la France, mais de travailler là-dessus. Mais je crois qu'on pourra réellement en faire de l'histoire peut-être à ce moment donné-là. Mais enfin bon, voilà. Et puis alors pour le crédit à l'extérieur, c'est peut-être, je crois que c'est une réflexion extrêmement intéressante. Et en même temps, en Belgique, le débat a complètement été biaisé parce que toutes les critiques, ces témoins privilégiés blancs extérieurs qui ont rapporté la violence étaient anglais. Et Hochschild est américain, et on met un peu dans le même... et donc tout a toujours été interprété à l'époque, mais encore aujourd'hui, c'est ça qui est assez intéressant, et ce n'est pas totalement faux, donc c'est toujours le danger de savoir où on se situe, c'est qu'évidemment les Anglais en 1885, quand ils laissent Léopold à la tête du Congo, ne savent absolument pas ce qu'il y a dans les sous-sols du Katanga. Ils vont le découvrir quelques années plus tard, et au moment où ils le découvrent, ils se disent qu'ils sont passés à côté... l'expression de la montre en or, et donc évidemment ils vont être très présents au Katanga, y compris avec des entreprises, y compris physiquement présents. Il y aura quelquefois plus d'Anglais que de Belges dans le sud du Katanga, et cette idée de récupérer le Congo à tout prix, et donc la Belgique va dire, vous voyez, Morel, etc., c'est l'Angleterre qui veut reprendre le Congo, ça se passe aussi chez eux, ça se passe dans le Congo-Brazza, hein, les mains coupées, et pourquoi on ne parle que de nous, c'est ce qui a été utilisé à l'époque, mais ce qui est encore quelquefois utilisé aujourd'hui par rapport à Hochschild. Donc c'est vrai que c'est un peu le voisin qui regarde notre intimité, et du coup c'est beaucoup plus fort quand ça vient de l'étranger, surtout quand ce sont les États-Unis, mais en même temps c'est toujours les mêmes qui en fait essayent de discréditer et qui feraient bien de regarder un peu chez eux. Donc voilà, il y a ce mélange. Voilà, il y a encore plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Peut-être assez rapidement, parce que sinon on va dépasser trop le temps. Sur la question du silence ou du travail forcé, je me suis peut-être mal exprimé. C'est pas un silence sur la nécessité d'imposer un travail forcé, mais plus sur les formes en fait à imposer pour mettre en place ce travail. Notamment sur la question, par exemple, du nombre de kilos de caoutchouc à récolter, etc. En fonction des mois. Il n'y a pas du tout de revendication pour ne pas imposer le travail, parce que le travail est quand même toujours pensé comme un moyen de civilisation et un moyen d'entrée des populations africaines dans la modernité. Sur l'historiographie, quelques points aussi importants ici à soulever. Notamment sur ce milieu des anciens vétéro-coloniaux qui, il ne faut pas l'oublier, est encore relativement actif en Belgique, notamment sur Internet, où vous avez à répétition des débats, des liens, des points de vue qui sont mis en place pour contrer justement cet héritage de la campagne anti-congolaise. Et il y a vraiment encore une récupération du discours des anciens vétérans coloniaux qui n'ont pas connu cette époque, mais qui sont tributaires finalement de la colonisation. Encore une récupération du discours congolais sur les abus individuels et sur la violence originelle
à cet espace de l'Afrique centrale. Pareil aussi sur la question de la transmission de cette historiographie, il faudrait peut-être aussi s'intéresser ici à la transmission à l'école primaire, à l'école secondaire en Belgique, où on voit qu'il n'y a pas nécessairement un discours qui est renouvelé et pas nécessairement un discours transmis aux jeunes générations, ce qui explique aussi peut-être après une demande sociale d'éclaircissement sur cette période-là et peut-être de discours plus vrais. Et enfin, un point de vue aussi intéressant, ce serait aussi de réfléchir à la question de la violence qui peut exister entre les historiens sur ces questions-là. On l'a évoqué un petit peu dans les années 90, mais il y a quand même eu des débats relativement durs entre Velut, Vansina, sur la question de la dépopulation et le nombre de morts à attribuer à l'État indépendant du Congo, que certains estiment à 10 millions de morts, que d'autres estiment à beaucoup moins. Et il y a eu des tribunes relativement violentes, des émissions de télévision aussi, où c'est resté relativement fort. Et ce qu'on ne retrouve plus nécessairement en fait, maintenant, où il y a finalement un certain apaisement, où on peut réfléchir à ces questions-là de manière un petit peu moins émotionnelle et un petit peu plus désincarnée d'une certaine manière. Je crois qu'on a le droit d'aller manger, c'est ça? Merci à tous pour cette première journée, demi-journée.